accepté. Heureusement, la Cour de cassation, plus haute juridiction marocaine, est intervenue pour nous dire que conformément à l'article 109 du Code des obligations et de contrats, vous voyez le Code civil qui intervient pour mieux protéger les salariés que le Code du travail, qui devrait le faire. Ça, c'est une ambivalence de la législation marocaine. L'article 109 indique que toute clause du contrat qui enfreint les droits fondamentaux de la personne, il est réputé comme nul et non avenu. Ce qui veut dire que cette Elena, ce n'est pas une Marocaine, c'est une Française, qui a soulevé une action contre la Royal Air Maroc pour dire que non, je ne suis pas démissionnaire, je veux continuer à travailler et j'ai exercé un droit fondamental. La Cour de cassation a jugé que la clause est réputée nulle, mais que le contrat continue. Il aurait pu dire que le contrat est résilié abusivement de la part de l'employeur, mais il a cherché plutôt à protéger l'emploi en disant que la clause est nulle, mais le contrat subsiste. Voici un système efficace de la protection de la femme dans le milieu du travail. Très très juste, bien entendu. Allons voir, si vous permettez, je termine par là parce que je me regarde avec un vise, je le vois de côté là. Allons voir le côté du harcèlement. Est-ce que le fait d'inclure dans l'article 39, qui invoque les fautes commises par le salarié, de l'incitation à la débauche, sans le harcèlement sexuel, qui est réservé à un autre article, en l'occurrence l'article 40 du Code du travail, qui parle des fautes commises par l'employeur à l'encontre du salarié. C'est une nouveauté du Code du travail. Les fautes commises ne sont commises que, généralement, par le salarié. Mais cette fois-ci, le Code du travail intervient pour nous dire certaines fautes qui sont en nombre de 4 et qui en concernent toute la violence à l'encontre des femmes. Il les considère comme étant des fautes graves commises à l'encontre des femmes. Je connais l'usage de toute forme de violence. L'usage, c'est l'expression utilisée par le Code du travail marocain est beaucoup plus heureuse que celle utilisée par le Code du travail français, qui en parle, mais avec une autre terminologie, le harcèlement moral. L'usage de toute forme de violence est beaucoup plus large que le harcèlement moral. Et il ajoute les insultes graves. La femme, dans le milieu du travail, parfois, sans parler de l'ouasf la mise à l'index subit parfois des insultes graves. Mais il ajoute l'incitation à la débauche. Et il ajoute une quatrième faute commise par l'employeur à l'encontre de la salariée, à savoir le harcèlement sexuel. Se pose la question, quelle est la différence entre le harcèlement sexuel qui figure parmi les fautes graves commises par l'employeur et le fait qu'il ne soit pas inscrit dans l'article 39 qui énumère les fautes graves commises par le salarié? La réponse n'est pas encore une fois donnée par le Code du travail marocain, mais c'est plutôt par le Code pénal marocain qui a introduit une nouvelle disposition sanctionnant et considérant comme une infraction le fait du harcèlement sexuel. Pourquoi il n'existe pas dans l'article 39? Pour la simple raison que le harcèlement sexuel, non, le harcèlement sexuel en tant que notion juridique veut dire qu'il y a une autorité supérieure par rapport à une personne et il lui demande des faveurs sexuelles, ou si vous voulez, des facteurs de nature sexuelle, problème, etc., des paroles, etc. Tout fait qu'il y a une connotation de type sexuel. Et le harcèlement sexuel est à tous les goûts. Une patronne qui harcèle son employé, un patron homosexuel qui harcèle son employé, et dans tous les goûts, ça va dans tous les sens, etc. Mais il faut une autorité. Et ce n'est pas tout. Cette autorité indique que si vous ne permettez pas d'accéder à cette faveur sexuelle, je vais altérer votre situation salariale. Vous aurez plus de travail. Vous aurez moins, comment dirais-je, d'avantages. Vous ne serez pas promu dans votre carrière, etc. Ce qui veut dire qu'il faut absolument qu'il soit attaché à des abus, bien le pouvoir, bien la personne, à l'encontre bien des salariés. C'est la raison pour laquelle
Le Code du travail, dans son article 40, indique que le harcèlement sexuel peut être commis soit par l'employeur ou par son représentant. Allons voir là où le bas blesse. C'est le dernier paragraphe de l'article 40 du Code du travail. Qu'est-ce qu'il indique? Si la femme, je dis la femme parce que nous sommes en train de parler de la violence contre la femme, et c'est elle qui, dans la majorité des cas, subit ce forme de violence et de harcèlement sexuel. Si il allait que l'employeur a commis cet acte et qu'il quitte l'entreprise, ça veut dire qu'il refuse de reprendre son activité. L'article 40 nous indique qu'il ne s'agit pas là d'un abandon de poste, d'un départ volontaire de la salariée, mais d'un licenciement abusif au détriment et au préjudice de l'employeur. Billahi alaykoum. Je me pose cette question. Qui est l'idiot? L'employeur idiot ou son représentant idiot qui va harceler, c'est-à-dire demander des faveurs sexuelles à une femme devant des témoins? Pourquoi je dis ça? Parce que le dernier paragraphe de l'article 40, il ajoute, elle part, oui, à condition qu'il apporte la preuve de l'existence de ce fait-là. Le harcèlement sexuel, mes amis, se passe à l'intérieur de 4 murs, ni vus, ni connus. Extrêmement difficile à prouver. Ce qui me laisse croire que ces dispositions figurent dans le Code du travail pour améliorer l'image de marque du Maroc au sein des institutions de l'OIT et des autres institutions des Nations Unies. Parce que si on cherchait véritablement une forme de protection de la femme vis-à-vis du harcèlement sexuel, on aurait fait ce qu'a fait, par exemple, certains pays. Je donne l'exemple de la France, mais la France n'est pas uniquement le seul pays dans cette situation. Lorsque une femme allègue que l'employeur ou son représentant a commis un acte de harcèlement sexuel à son encontre, bien entendu, il lui faut d'apporter devant la justice ou devant les instances de l'inspection du travail un commencement de preuve. Un commencement de preuve. Ce qui veut dire quoi? Un texto. Ça veut dire, comment dirais-je, une lettre, n'importe quoi. Une attestation médicale, il y a un psy qui allègue que cette personne-là a subi, comment dirais-je, des troubles dans le milieu du travail. Tout ceci constitue un commencement de preuve qui permet à la femme de renverser le régime de la preuve. De renverser le régime de la preuve. Ça veut dire quoi? Lorsque j'apporte un texto, une attestation médicale prouvant que je subis un stress et que ce stress a un lien avec le milieu de travail, c'est à l'employeur de prouver qu'il n'a pas harcelé cette femme. Ça se trouve, c'est le cas des États-Unis d'Amérique. Vous avez tous connu le film, vous avez vu le film Harcèlement, il y a Denis Moore, c'est exactement ça, ou encore à travers beaucoup de jurisprudence de la Cour de cassation française, et elle n'est pas unique, on peut dire la même chose d'Espagne, de l'Allemagne, de l'Italie et de plusieurs pays. Je termine en disant que lorsque l'article 9 du Code du travail prône l'égalité entre les hommes et les femmes en matière d'exécution du contrat de travail, c'est un leurre. C'est un leurre pourquoi? Par rapport peut-être, je prendrai l'exemple type de la formation. L'homme et la femme, salariés, ont le droit à la formation. Et bien entendu, cette formation est assurée par l'entreprise, qui plus est, il paie une taxe de formation de 1,6, ce qui veut dire qu'il peut engendrer un plan de formation gratuit, profitable aux salariés de l'entreprise. O avec X, ça veut dire au pluriel. Mais dans la réalité et dans la pratique, la formation se déroule comme? Elle a deux situations, soit le samedi, soit le dimanche, soit le soir. Est-ce que la femme, avec, comment dirais-je, ses engagements familiaux, pour le dire beaucoup plus gentiment, est-ce que ça ne serait pas une manière de l'éliminer de cette forme qui pourrait la conduire à améliorer son statut juridique? Je termine par cette phrase. Le Code du travail souhaite protéger la femme, mais il n'arrive pas. Le Code pénal intervient de plus en plus pour le faire et il le fait efficacement. Et, bien entendu, les statistiques sont là pour nous dire que la réalité sur le terrain est autre chose. Pourquoi? Inna Allah la yughayyiru ma fi qawmin hatta yughayyiru ma fi anfusihim. Je vous remercie de votre attention et je suis désolé si je suis allé.
Merci, chers collègues et amis. D'abord, d'avoir respecté le temps et de nous aider un peu à organiser cette matinée. Dans l'intervention très riche qui a été faite en à peu près 20 minutes, j'espère que les autres intervenants vont aller un peu sur les pas par rapport à ça. Alors, on ne s'ennuie pas de t'écouter. Une minute encore de ton temps, on ne s'ennuie pas d'écouter ces conneries. Vous avez remarqué qu'il change de casquette du chercheur, du grand professeur de droit à l'expert qui connaît très bien le terrain. Et c'est cette alternance qui vraiment permet à ces relais de s'inscrire dans la qualité et bien entendu de traiter cette question très importante, je crois qu'il structure son intervention, de l'effectivité des lois. Je crois que c'est ça le terme, l'effectivité des lois. Au Maroc, dans ce domaine, comme dans d'autres, il y a parfois un dispositif juridique des plus sophistiqués. Parfois, on peut se comparer à des pays développés, etc. Néanmoins, quand il s'agit des terrains, quand il s'agit de l'application, quand il s'agit de la mise en œuvre, c'est là où, comme tu as dit, le bas blesse, qu'il s'agisse du droit du travail, du droit civil ou dans d'autres domaines. Tu as également, et ça c'était une introduction à cette matinée, tu as également mentionné que la violence faite aux femmes a plusieurs formes. Elle a plusieurs formes. Et que ce n'est pas des actes exceptionnels, ponctuels. Les médecins parlent de prévalence pour souligner l'importance des cas, la prévalence des maladies, etc. Les statistiques que tu as avancées montrent que, moi j'ai retenu, même s'il s'agit de 2009, 55% des femmes sont concernées par ce phénomène. C'est extraordinairement élevé. Et d'autant plus que cette question, et là je fais peut-être la transition avec l'intervention suivante, cette question de la violence faite aux femmes ne se pose pas tellement uniquement dans le domaine des droits humains fondamentaux. Ça a été dit ce matin, il a un coût économique, car en termes de statistiques, on sait qu'au Maroc, et nous avons avec nous des gens qui travaillent un peu sur ces questions, le taux d'activité des femmes est anormalement bas. Regarde les plans d'action, qu'il s'agisse des plans d'action sectoriels, des plans de développement, etc., comptent améliorer le taux d'activité. Le taux d'activité, on va le définir très simplement par l'implication de la femme sur le marché du travail. C'est-à-dire que déjà le nombre de femmes sur le marché du travail par rapport au nombre de femmes total, en âge d'activité, est faible. Et avec ça, nous avons évidemment des problèmes d'effectivité des lois qui font que peut-être qu'ils jouent un rôle de répulsion par rapport au marché du travail. Je te remercie infiniment, mon cher ami. Et ce projet on a absolument tenu à ce qu'il soit avec nous, parce qu'il est des membres d'une commission qui l'attendent maintenant, des commissions de recrutement. Donc vraiment, je vous demande d'applaudir. Donc nous allons, je disais tout à l'heure que la violence faite aux femmes
n'est pas seulement une problématique de développement humain au sens général, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une question de droit humain. Elle se pose de plus en plus comme une question aussi d'ordre économique. C'est pourquoi les organisateurs de cette journée ont choisi le thème de l'autonomisation économique des femmes. Alors, je voudrais dire un mot sur l'autonomisation. Autonomisation, c'est un processus, ce n'est pas un état. Qu'est-ce que ça veut dire, l'autonomisation? On a avec nous des étudiants, etc. Je crois qu'il faudrait un peu les aider aussi à se mettre dans le contexte. Ils ne sont pas toujours familiers par rapport à ces notions. L'autonomisation, c'est un ensemble de mesures pour permettre à la femme d'être autonome. Donc, l'autonomie, c'est un état. L'autonomisation, c'est l'ensemble des mesures qui permettent d'aller vers cet état. Quand on parle de l'autonomisation économique, cela veut dire qu'il faudrait deux choses. D'abord, offrir des opportunités selon l'approche genre, c'est-à-dire que les femmes doivent trouver des opportunités de travail, d'emploi, de réalisation de projets, etc. Les questions dont on parlera durant cette journée, mais aussi que leurs compétences et leurs capacités doivent être développées pour pouvoir justement saisir ces opportunités. Je crois que cette clarification est très importante. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais commencer à prêter peut-être. Voilà, je vous ai introduit, donc je vais m'arrêter là. Et donc, c'est extrêmement, c'est juste un peu pour cadrer l'autonomisation, c'est cet ensemble d'accompagnement, de politique, de renforcement de capacités, etc., pour arriver à l'état d'autonomie. Il s'avère, selon les organisations internationales, je sais qu'il y a là aussi des étudiants avec nous qui s'intéressent à ces questions, que l'autonomisation économique de la femme est un axe majeur dans le cadre de la coopération internationale. C'est un axe majeur qui est justement, si demain il y a des étudiants parmi vous qui voudraient présenter un projet sur l'autonomisation des femmes dans la région Fès-Meknès, il y a aujourd'hui des acteurs avec nous qu'il faut interpeller et je crois que c'est une opportunité aussi pour nos étudiants pour développer un peu leur projet à ce niveau. Et donc c'est un axe majeur de la coopération internationale et justement, pourquoi? Parce qu'on considère que à la fois c'est le moteur du développement, c'est la question que va traiter Mme Mousselma avec nous, mais également c'est le seul moyen pour permettre aux femmes de se développer et de réduire les inégalités selon le genre. Alors, donc, je m'excuse si j'ai un peu empiété sur votre... De toutes les façons, c'est un sujet qui est intéressant. Donc, nous allons écouter avec beaucoup d'intérêt le professeur Sana Moussaline. C'est une valeur ajoutée pour notre faculté, pour notre université. J'ai toujours regretté de ne pas avoir l'occasion de travailler ensemble, parce que je sais que Mme Sana Moussaline a un background extraordinaire. Et donc, il va présenter une intervention sur justement l'autonomisation économique des femmes, moteur de croissance économique et de prospérité pour l'ensemble de la société. Alors, la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Merci à tous les partenaires de l'université, à l'équipe d'organisation qui a permis d'organiser cet événement très important sur la question de l'autonomisation économique des femmes, défis et perspectives pour la promotion des droits de la femme. Le titre de ma présentation est l'autonomisation économique des femmes comme moteur de croissance économique et de prospérité pour l'ensemble de la société.
Je ne vous en veux absolument pas d'avoir déjà commencé à traiter le sujet. Je vois qu'il vous tient à cœur et pour nous, c'est le point le plus important, d'avoir déjà avec nous des gens convaincus. C'est ça le principal. Donc, le plan rapidement de la présentation en 8 points, mais je vais aller très vite pour respecter le temps qui m'est imparti, donc je ne vais pas m'y attarder. Mais je commence d'abord par rappeler l'ensemble des choses qui se font au Maroc pour justement pouvoir assurer cette question d'autonomisation des femmes. Pour moi, l'autonomisation économique des femmes, cela a été dit par les différentes intervenantes et intervenants de ce matin, c'est un moyen de lutte contre la violence faite aux femmes. Pour moi, ça va au-delà de la question de la lutte contre la violence faite aux femmes. C'est une question d'égalité, c'est une question d'équité. La Constitution de 2011 parle d'égalité entre les citoyennes et les citoyens marocains. Et donc, le fait que les femmes puissent être autonomes économiquement à travers l'emploi, à travers le travail, est d'abord une question de droit humain. Le Maroc a fait plusieurs choses, il y a eu plusieurs politiques, plusieurs programmes qui ont été mis en place. Je ne vais pas m'y attarder, je rappelle brièvement le Code de la famille de 2004, qui a été considéré comme l'un des plus importants ou l'une des plus importantes avancées juridiques dans le domaine de l'instauration de l'égalité entre les sexes au Maroc. Le Code du travail, le Code pénal, le Code du commerce, pour la première fois qui autorise une femme mariée à ouvrir un commerce sans l'autorisation de son mari, ou encore le Code de la nationalité qui permet de donner la nationalité marocaine aux enfants d'une femme. La Constitution de 2011, dans son article 6, qui précise que les pouvoirs publics œuvrent à la création des conditions permettant de généraliser l'exercice effectif de la liberté, de l'égalité des citoyennes et des citoyens, ainsi que de leur participation à la vie politique et surtout économique, culturelle et sociale. Plusieurs plans gouvernementaux se sont suivis, ECALAM 1, ECALAM 2, Temkin, le plan gouvernemental pour l'égalité 2023-2026 qui a été lancé en mars de cette année, le budget sensible au genre dans presque tous les départements, le système statistique qui est national, qui intègre le genre. Donc, je m'arrête là, la liste est très longue et on aurait tendance à dire qu'il y a des choses formidables qui se font. Mais, il y a toujours un mais, les résultats demeurent de toutes les aspirations, les attentes des parties prenantes et à leur tête, les femmes bénéficiaires, bien sûr. Avant de traiter, de donner des chiffres, moi j'aime bien les statistiques parce qu'ils donnent une image claire de la réalité, au-delà de tout ce qu'on a cité comme programme, etc. Monsieur le professeur Agdo a rappelé, on va parler beaucoup de taux d'activité, il a donné une définition déjà. Qu'est-ce que c'est que le taux d'activité? Le taux de travail des femmes, mais quand nous avons des étudiants avec nous, on donne la définition précise. C'est le rapport entre le nombre d'actifs dans une population spécifique, nous parlons de la population féminine plus particulièrement, en âge de travailler, et l'ensemble, le nombre total d'individus qui composent cette population. Les chômeurs, qui sont les chômeurs? Bien sûr, ce sont les personnes aptes à travailler, et donc aptes à travailler, il y a des conditions, mais qui sont à la recherche d'un emploi. Et le troisième indice, la troisième notion qu'on va utiliser, c'est le taux d'emploi, qui est le rapport entre la population active occupée et la population en âge de travailler. Alors si on veut regarder le taux d'activité des femmes, première remarque qu'on va voir, c'est que justement ce taux d'activité des femmes est en baisse continue depuis au moins 2 décennies. Si on regarde entre 1999 et 2022, le taux est arrivé, ce taux d'activité des femmes, on a moins de 20% des femmes qui travaillent au Maroc, de manière simple. Alors que le taux d'activité des hommes, il est autour de 70%. Donc, il y a moins de 20% de femmes actives de femmes au Maroc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 80% des femmes sont non actives. Et on a 50 points de pourcentage entre le taux d'activité des hommes et des femmes. Deuxième, pour justement étudier de manière plus précise cette question de et apprécier l'évolution du taux d'activité des femmes, on va regarder 4 indices, l'âge, le niveau de scolarité, le milieu et le statut. Et on va commencer par l'âge. Qu'est-ce qu'on va remarquer?
que les catégories d'âge de 25-34, 35-44 et 45-59 ans sont au-dessus, puisqu'on a dit que le taux d'activité il est de 20%, on remarque bien ici qu'il est supérieur, mais que le taux de 15-24 ans est faible et que le 60 et plus est faible également. Donc, ces tranches, les tranches de 15-24 et les tranches de 45-50 ans sont celles qui vont subir le plus cette baisse. Quand on regarde le taux d'éducation des femmes, on va remarquer qu'il a été en évolution permanente. On regarde comment le sans-diplôme, la case des sans-diplômes a augmenté entre 2010 et 2021. Il y a une amélioration du niveau d'éducation des femmes en général, le niveau moyen et le supérieur également. Mais quand on regarde, on compare ce qui se passe dans l'urbain et le rural, vous voyez bien que le taux d'activité des femmes dans le rural est plus important que dans l'urbain, même si c'est dans le rural que la baisse est la plus importante. Dans l'urbain également, on regarde la tranche des 45-59 ans qui est beaucoup plus faible que ce qui se passe dans le milieu rural. Donc, grande régression au milieu urbain et presque une stabilisation au milieu rural. Quand on regarde l'évolution du taux d'activité selon les diplômes, on se dit que le niveau supérieur est celui est important. Le taux d'activité des femmes avec un diplôme supérieur est important, mais c'est celui qui subit la plus importante baisse. Regardons si le niveau moyen baisse entre 2001 et 2021 sur une vingtaine d'années, il baisse de 5 points. Le sans diplôme baisse de 7 points, il baisse de 14 points entre 2001 et 2021 pour les femmes qui ont un diplôme d'enseignement supérieur. Si on regarde le taux de chômage par niveau scolaire et qu'on compare l'urbain avec le rural, on regarde, on va trouver que au niveau du milieu rural, le taux d'activité en général, le taux de chômage est beaucoup plus important, au milieu urbain qu'au milieu rural. L'activité dans l'agriculture est beaucoup plus importante. Les sans diplôme sont celles, les femmes sans diplôme travaillent beaucoup plus, c'est là où il y a le moins de chômage dans le milieu rural. Par contre, le niveau supérieur caracole à plus de 45% pour les femmes avec un diplôme d'études supérieures dans le milieu rural. Dans le milieu urbain, il est de 30%. Et si on compare le taux d'activité, en faisant justement le parallélisme avec le taux de chômage, on va remarquer que on voit bien les taux d'activité dans le supérieur, dans le milieu rural et dans le milieu urbain sont les plus importants. Par contre, la tendance est confirmée. Justement, l'augmentation dans le milieu rural offre un meilleur accès au marché du travail pour les non-diplômés, et c'est d'ailleurs un niveau primaire. On va le voir ici quand on voit le taux de chômage là-bas, mais il faut garder à l'esprit que c'est le marché du travail le plus volatile avec un niveau de revenu le plus faible. Même si les femmes travaillent, les salaires ne suivent pas et ce travail n'est pas stable. Le statut est un indicateur important, c'est un paramètre important qui va impacter le taux d'activité chez les femmes. Si on compare le cas des hommes et des femmes, on voit bien que le taux d'activité chez les hommes est beaucoup plus important quand ils se marient, alors que le taux d'activité chez les femmes baisse de plus de 50% quand elles sont mariées. Alors, quelles sont les caractéristiques justement de l'emploi féminin? Là, on a regardé de manière globale le taux d'activité des femmes. Si on essaye de décortiquer, on va voir que 20% de ces femmes qui travaillent sont salariées, 10% simplement sont indépendantes, 9% seulement sont employeurs avec eux, 10% sont des apprentis et 9% travaillent beaucoup plus dans les coopératives.
Et le chiffre le plus important, 57,7% des femmes sont en fait des aides familiales, travaillent en tant que domestiques. Le marché du travail dans l'entrepreneuriat reste très limité pour les femmes et beaucoup, comme j'ai dit, travaillent dans l'économie sociale et solidaire. Alors l'entrepreneuriat, un projet reste très complexe pour les femmes, l'accès est difficile, le nombre de femmes entrepreneurs est très limité. 16% des entreprises simplement sont dirigées par les femmes selon l'Observatoire marocain de la très petite et moyenne entreprise. Pourquoi? Par manque de financement approprié, les femmes n'ont pas toujours accès au financement, par manque de garantie, par manque de compétences et par manque de soutien. Être entrepreneur suppose être dans un réseau de relations que les femmes n'ont pas toujours la possibilité d'avoir. Alors au niveau sectoriel, quand on regarde cet entrepreneuriat, ces femmes qui sont entrepreneurs, dans quoi elles travaillent, et bien 40% sont dans la santé humaine et l'action sociale. C'est-à-dire c'est des médecins généralistes, c'est des dentistes, etc. 32% sont dans la catégorie autres activités de service, c'est-à-dire quoi? Soins de beauté, coiffure, blanchisserie, teinturerie, etc. Et l'enseignement, ils sont de 30%. Et une grande majorité sont dans l'entrepreneuriat informel. Parce que c'est ce qui leur permet, on va voir les contraintes, les défis qui rencontrent les femmes quand elles veulent sortir au marché du travail, les contraintes des enfants, les contraintes de la famille, donc elles préfèrent travailler dans la pâtisserie, la couture, etc. pour pouvoir gérer leur temps. Alors les caractéristiques justement de l'emploi féminin, premièrement, la question de l'insécurité de l'emploi touche davantage les femmes que les hommes de manière générale. Les femmes sont les plus importantes, plus nombreuses à être employées en contrat de courte durée, des CDD. Quand on voit les CDI, c'est les femmes qui sont les plus en CDD. Les salaires moyens sont plus bas pour les femmes que pour les hommes. Si on regarde les données statistiques de 2020 de la CNSS, 86% des femmes qui travaillent dans l'agriculture ont un salaire inférieur de SMIC contre 65% pour les hommes dans le secteur agricole. Et de manière générale, le salaire moyen des femmes, il est de 4 737 dirhams alors qu'il est de 5 349 pour les hommes. Donc, un salaire moyen à travail égal. Il y a des freins. Qu'est-ce qui caractérise les freins à l'emploi? Pourquoi les femmes ne travaillent pas? Alors, il y a des freins sociétaux, il y a des stéréotypes. Il y a la question de la non-scolarisation. On a un taux important de femmes non scolarisées. Et il n'y a pas très longtemps, on a entendu une statistique qui avait circulé, qui semble n'avoir choqué personne. Nous avons 10 millions d'analphabètes au Maroc. 10 millions d'analphabètes dont la grande majorité sont des femmes. Donc, ces femmes qui sont non scolarisées, elles ont beaucoup plus de difficultés à rentrer dans le milieu du travail. Et parmi les femmes qui sont au foyer, beaucoup le sont non pas par choix, mais par obligation. Ou parce que c'est le père, parce que c'est le frère, parce que c'est le mari qui les empêche de travailler, de chercher du travail. Un point important qu'on souligne ici et qui entrave l'employabilité des femmes, mais qui entrave également l'employabilité des hommes, également, c'est que notre croissance, malheureusement, est incapable de créer de l'emploi. C'est une question générale qui touche aussi bien les hommes que les femmes. Mais les femmes, avec leurs contraintes, subissent cela de plein fouet et de manière encore plus appuyée que les hommes. Pourquoi les femmes diplômées, et ce point est important, on a un grand nombre de femmes diplômées qui ne travaillent pas. Il y a un élément tout simple, et M. Abdel a parlé de nos étudiantes et de nos étudiants, et c'est un point qu'il faudrait qu'on trouve le moyen de clarifier, c'est de décortiquer justement ces raisons qui font que les femmes diplômées ne travaillent pas. Mais parmi une des raisons importantes, c'est que les femmes qui font des études supérieures viennent souvent d'autres régions. Si on prend le cas des Meknes, il y a beaucoup de femmes qui vont venir de Azrout, Hajab, des environs, de Rachidia, etc. Une fois leur diplôme obtenu, leurs études terminées, bon, elles ne vont pas rester ici, elles vont revenir chez elles. Et elles vont chercher du travail chez elles, dans leur ville, leur village, parfois d'origine.
Et bien, par manque justement d'opportunités, elles ne vont pas trouver du travail dans leur ville d'origine, dans leur village d'origine. Et souvent, moi j'entends ça autour de moi, son père, son frère, sa mère va lui dire: si tu vas travailler avec ton diplôme, avec 2000 dirhams, je te donne les 2000 dirhams et tu restes à la maison. Donc il faut réfléchir sur cette opportunité, la question de manque d'opportunité du travail. Et puis, un deuxième point important aussi, c'est que quand on est diplômé, on a un diplôme, on est à la maison, on est marié. Tout à l'heure, le professeur Torel a parlé de la question de la discrimination des femmes lorsqu'elles changent de statut, qu'elles sont mariées. Ben justement, d'office, une femme qui est mariée, elle va avoir des enfants et elle va faire un calcul économique. Pour chercher du travail, il faut qu'elle ait une aide domestique à la maison, il faut quelqu'un pour s'occuper des enfants, il faut payer des frais de transport, il faut payer tout ça. Et en face du salaire, est-ce que si je travaille à 4000 dirhams et que je paye tout ça, ça vaut toujours la peine d'aller chercher du travail? Donc je préfère rester à la maison. Donc on a beaucoup de choses sur lesquelles il faudrait réfléchir. Pourquoi on s'inquiète autant de la question de l'autonomisation économique des femmes? Bien sûr, parce que c'est un point important de lutte contre les violences, mais également parce que ça touche toute la société. Tout à l'heure, monsieur le doyen, dans son intervention, a parlé de ce manque à gagner quand les femmes ne travaillent pas, de cette moitié de la société dont on ne bénéficie pas, dont la société ne bénéficie pas. Et bien économiquement, et c'est pas moi qui le dis, c'est le chef du gouvernement dans la séance en mars 2023 à la Chambre des représentants, la séance de politique générale. Qu'est-ce qu'il dit? La faible activité économique des femmes a un impact sur l'économie marocaine. C'est une perte de 13 milliards de dirhams par an en termes de PIB. C'est le chef du gouvernement qui donne ce chiffre. Le coût que représente le retrait des femmes de l'activité économique a été évalué à 0,2, entre 0,2 et 1,95 points de pourcentage de croissance économique annuelle. Donc ce n'est pas rien. Et la progression du PIB par habitant, nous avons en 2019 un PIB par habitant de 2932 dirhams. Il serait de 22,8%. Il va augmenter, il va connaître une progression de 22,8% si on élimine les barrières à l'activité des femmes. Sans parler de la barrière à l'éducation, juste la barrière à l'emploi. Si, par contre, on réfléchit, on enlève les barrières à l'éducation, l'augmentation du PIB peut être de 39,5% par habitant. De manière générale, la FAO nous dit, dans le monde entier, que si les femmes avaient accès aux intrants de manière égale aux hommes, on peut avoir 100 à 150 millions de personnes qui échapperaient à la faim dans le monde. Tout ça nous interpelle, c'est quelque chose d'important. Ça nous oblige à bouger, à faire des choses. Pourquoi? Pour un point qui me semble, moi, très important, c'est que, et je ne veux pas stigmatiser les hommes en mentionnant ceci, mais il a été prouvé par beaucoup d'études qu'une fois que la femme augmente ses revenus, elle investit de manière importante dans la scolarisation des enfants. Donc la scolarisation de ces enfants va s'améliorer, le niveau de vie de la famille va s'améliorer, la santé va s'améliorer et l'alimentation des enfants s'améliore. Alors, quelques recommandations, mais je vais en citer juste une ou deux parce que je sais que nous avons des ateliers cet après-midi sur lesquels on va travailler justement sur les recommandations. Mais un point important, renforcer l'autonomisation économique des femmes, c'est une condition indispensable à l'instauration d'un développement durable et une croissance économique inclusive, pauvre, qui va sortir les pauvres de la pauvreté et à la réalisation de tous les indicateurs, les objectifs du développement durable sur lesquels nous avons énormément de retard. Donc, il faut commencer par les femmes dans toutes les politiques publiques qui sont mises en place, intégrer une optique sexo-spécifique dans les politiques et les programmes qui sont mis en place, mais cela dès leur conception.
Je vais passer directement à la conclusion et dire que tous les acteurs doivent augmenter leurs efforts. Nous faisons beaucoup de choses et malheureusement, ces beaucoup de choses ne donnent pas les résultats auxquels on s'attend. Donc il faut, augmenter ce qu'on fait. Deuxièmement, coordonner les efforts parce qu'il y a énormément de parties prenantes, énormément d'acteurs qui font des choses. La coordination permettrait de donner des résultats beaucoup plus efficaces. Point important, améliorer l'accès de l'éducation aux jeunes filles, développer la formation à l'esprit entrepreneurial, et ceci dès l'école primaire, aussi bien pour les garçons que pour les filles, développer des formations ciblées pour les femmes entrepreneurs, appuyer les associations qui travaillent dans ce domaine, et miser sur une dynamique de collectif, notamment en incluant des actions qui visent le renforcement de l'organisation des femmes, parce que c'est à travers le partage des pratiques, le partage d'expériences, que les femmes peuvent avoir le courage justement de sauter le pas et de sortir sur le marché du travail. Merci. Merci, cher professeur, pour cette brillante intervention. Alors, vous avez dit beaucoup de choses très importantes. En fait, ça complète parfaitement l'intervention précédente. Parmi les choses importantes, en fait, aujourd'hui, le financement des différents projets, notamment par les organisations internationales, privilégie, quand il s'agit de mettre à disposition de l'argent, on choisit les femmes plutôt que les hommes. Je parle des pratiques des organisations internationales. Et comme on choisit maintenant un peu les associations, etc., c'est une tendance qui se confirme. Alors pourquoi? Parce que, vous l'avez dit, mais je voudrais juste l'épingler un peu. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu, à travers les études d'impact des projets, que lorsque ce sont les femmes qui ont, lorsqu'on a mis de l'argent à la disposition des femmes, lorsque les femmes qui ont piloté ces projets, l'impact est beaucoup plus important que lorsque ce sont les hommes. Et en particulier l'impact sur les familles. Sur les familles et le développement de ça, c'est un résultat. Deuxième chose, donc raison de plus pour faire confiance aux femmes, c'est un peu ce que je voulais dire. Je ne milite pas pour ma chapelle, mais bon. Deuxième chose, en termes de cohérence ou d'incohérence, les discours de Sa Majesté, depuis maintenant des années, convergent à insister sur l'axe développement du capital humain au Maroc. Donc il y a plusieurs programmes, plusieurs projets, etc., qui ont été développés, au centre duquel aussi le nouveau modèle de développement, etc. Or, les indicateurs qui sont présentés par Madame Salim, notamment concernant l'emploi et le chômage, montrent que quelque part il y a une incohérence par rapport à cette orientation royale, c'est-à-dire que sur le terrain, on n'arrive pas à implémenter, à mettre en œuvre, à réaliser les objectifs stratégiques du développement au Maroc. Donc, sans développement de la femme, notamment sans enlever les freins à ce développement, évidemment, le rythme de croissance de l'économie marocaine, c'est un peu la communication de Mme Moussalim, va rester faible. Et en particulier, parce que cette problématique de l'autonomisation de la femme est transversale, c'est-à-dire qu'elle touche à la fois l'aspect économique, on a dit que c'était un manque à gagner, c'est un coût. Elle touche l'aspect social, évident, parce que quand on parle de la femme, on parle aussi de l'enfant, on parle de l'éducation, etc. Et surtout, il touche aussi le culturel à travers les mentalités. Au centre des freins
et il y a justement des mentalités. Donc c'est un travail évidemment de longue haleine. Merci beaucoup, madame, pour cette brillante intervention. Alors, je me permets peut-être un peu de faire des choses qui ne sont pas prévues par le comité d'organisation, mais il me semble maintenant qu'on va passer à une deuxième sous-séance. On a une première séance de cadrage avec les interventions de M. Corbeil, Madame Moussaï, et puis les interventions introductives. Et maintenant, on va passer à un deuxième volet, à une deuxième dimension. C'est quoi? On a avec nous les praticiens, les gestionnaires de l'ADS, de l'entraide nationale, et évidemment aussi gestionnaire accompagnement du tissu associatif. Et on va voir qu'est-ce qu'ils font. Quels sont les projets, même si, Inch'Allah, l'après-midi, on va aller un peu dans le fond. Donc j'invite nos étudiants à être présents et à participer à ces ateliers, parce qu'ils vont travailler sur des projets, etc. Et donc voilà, moi je vous propose un peu cette structuration pour un peu vous guider. Maintenant, on va s'intéresser à la gestion de ce phénomène de lutte contre la violence à l'égard des femmes à travers des projets dont l'objectif est l'autonomisation des femmes. Quelle est leur efficacité? Déjà, je me pose un certain nombre de questions. Quel sur le terrain, quel est leur cadre? Comment les améliorer? Parce que le Kamal Billah, il faut toujours et donc, on va commencer. Donc, voilà un peu ce bloc, ce deuxième bloc de cette matinée. Et on va commencer par l'ADS, donc, avec Madame Nadia Bazi. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom. La Bazi. L'agence, pas de violence, on commence par les noms. Alors, l'agence de développement social au service de l'amélioration des conditions de vie des femmes vulnérables et la promotion de leur autonomisation. C'est tout un programme, madame. Allez. C'est bon. Bonjour. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour vos questions pertinentes et intéressantes, en fait, qui cadrent mon intervention. J'en profite aussi pour remercier Monsieur le Doyen au nom de l'Agence de développement social et de mes collègues ici présents pour la coopération et la collaboration habituelle et inconditionnée pour pouvoir réfléchir ensemble et échanger ensemble et construire ensemble afin de promouvoir un service dignité citoyens marocains et marocaines et plus précisément des services dignes pour l'amélioration des conditions de vie des femmes marocaines. J'en profite aussi pour remercier les professeurs et mes partenaires ici présents pour leurs interventions pertinentes et je félicite aussi ce métissage aujourd'hui que nous sommes en train de célébrer entre professeurs-chercheurs, institutionnels et départements de l'État et praticiens de la société civile. Comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, notre intervention aujourd'hui au nom de l'Agence de développement social s'intitule « L'Agence de développement social, plus de 24 ans au service de l'amélioration des conditions de vie des femmes vulnérables et la promotion de leur autonomisation ». Je vais essayer d'être brève et concise par rapport aux éléments à aborder lors de ma présentation. Ça ne va pas m'échapper de présenter l'Agence de développement social pour nos chers étudiants qui ne la connaissent pas et donner un peu d'informations sur son champ de travail. Par la suite, Madame Moussaïm, je félicite franchement la présentation qu'elle a faite. Elle est très très bien détaillée. Elle a touché les différentes dimensions et indicateurs et éléments qui concernent l'autonomisation économique des femmes et les obstacles rencontrés quotidiens. On se retrouve sur quelques-uns, mais n'empêche que je vais revenir sur les chiffres assez touchants au niveau de notre intervention en tant qu'agence de développement social et un peu plus terrain que sur le plan stratégique tel qu'a été présenté par Madame Moussaïm.
Je reviendrai aussi sur les problèmes et challenges qu'on rencontre au quotidien face à l'autonomisation économique des femmes et à leur remontée de compétences. Et finalement, je donnerai quelques informations sur nos projets, programmes d'intervention que nous menons pour promouvoir l'autonomisation économique des femmes et une remontée de compétences en matière de leadership féminin. Et, globalement, c'est ça le plan de ma présentation. Alors, l'Agence de développement social est un établissement public doté de sa personnalité morale et de son autonomie financière. Il a été créé en 1999 et aujourd'hui placé sous tutelle du ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la famille, et il fait partie prenante du pôle social constitué à côté de nos partenaires, l'Entraide nationale et l'Institut national de l'action sociale, qui est une institution de formation des travailleurs sociaux, située à Tanger. Comme a été exprimé précédemment par monsieur le coordonnateur, l'Agence de développement social est un instrument de l'État créé principalement pour la mise en œuvre justement des politiques publiques mentionnées par Madame Moussaline dans le domaine de développement social et de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Et elle est présente sur tout le territoire marocain avec 12 coordinations régionales et 5 coordinations provinciales. Sa mission principale est d'initier et de soutenir les actions et programmes destinés à améliorer durablement les conditions de vie des populations les plus vulnérables selon une démarche participative, partenariale et de proximité, et ceci à travers 4 principales domaines d'intervention. Le premier, c'est l'appui aux petits projets générateurs d'emplois et de revenus. Le deuxième, il consiste en financement des activités ou de projets de développement, que ce soit par rapport aux petits individuels ou collectifs. Le troisième consiste au renforcement des capacités institutionnelles de nos partenaires institutionnels, gouvernementaux ou non gouvernementaux, suivant la dimension du programme mené, et qui œuvrent dans la réalisation des objectifs bien évidemment assignés par l'agence. Et finalement, on apporte le soutien, que ce soit financier, que ce soit technique ou thématique, de projets collectifs et individuels qui vise la production de biens et de services susceptibles d'améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. Notre stratégie se décline en 3 principaux axes d'intervention et qui font aussi le fondement de notre métier, qui sont subdivisés en 3 axes d'intervention principales. Le premier est l'insertion sociale par l'économique. Cet axe consiste à la promotion de l'initiation et la promotion de la création de richesses et de l'emploi auprès de la population rurale via des mécanismes de financement et un accompagnement approprié. Le deuxième axe, il consiste en le renforcement des capacités des acteurs, que ce soit institutionnels ou non gouvernementaux, à travers l'élaboration participative et coopérative de plans de formation qui consistent en la remontée de compétences de nos partenaires en différents domaines d'intervention. Celui-ci leur permet de s'inscrire dans la dynamique de développement territorial local où ils sont et de travailler en parfaite synergie avec l'écosystème de développement existant dans leur région d'intervention. Et le troisième axe, il consiste en fait à l'accompagnement local des programmes sociaux nationaux. Cet axe intervient bien précisément dans la promotion des services sociaux de base qui permettent de lutter contre l'exclusion sociale des catégories les plus vulnérables, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain. Pour réaliser sa mission, l'agence adopte plusieurs approches transversales et interdépendantes, notamment l'approche genre, l'approche droit humain, l'approche environnementale, l'approche participative et l'approche territoriale. Elle respecte aussi, lors de son intervention, un certain nombre de principes, à savoir la participation et le partenariat. Et j'en profite pour remercier l'ensemble de nos partenaires qui ont accompagné le parcours de développement de l'Agence de développement social depuis sa création.
au niveau des programmes de coopération que nous avions menés, que ce soit les partenaires nationaux ou internationaux, que ce soit les partenaires au niveau de la société civile, et aussi pour leur appui technique et financier et pour leur disponibilité aussi. Le deuxième principe, le principe de proximité, on ne peut pas desservir la population marocaine depuis le central, mais en fait à travers un service de proximité régulier et systématisé. Le troisième principe consiste à la solidarité et à l'égalité, je me réfère aux interventions des professeurs chercheurs et m'ayant précédé via le jargon de l'égalité et de l'égalité du genre, des droits à l'équité, donc tout le jargon droit, tout le jargon texte législatif, et aussi le jargon économique. Nos projets s'inscrivent dans la durabilité et on opte toujours pour une durabilité de nos résultats et de nos réalisations au niveau du terrain. Et aussi notre principal principe, c'est la transparence dans nos réalisations, que ce soit vis-à-vis de nos bénéficiaires ou vis-à-vis de nos partenaires et coopérants. Je comprends, là, vous vous demandez, c'est quoi la relation? Oui, on arrive à se situer par rapport à l'autonomisation économique, peut-être, à l'appui de la population vulnérable, mais c'est quoi la relation de l'agence avec la violence? Donc, je vois le regard qui se demande c'est quoi la relation. En fait, de par notre identité en tant qu'établissement public et de par notre positionnement au sein du pôle social sous tutelle du ministère de la solidarité, de l'insertion sociale et de la famille, et de par notre responsabilité aussi en tant qu'acteur de développement qui opte pour les différentes approches et principes, nous sommes là aujourd'hui pour contester toutes les formes de violence faites aux femmes et pour aussi dire et qu'on se mette tous sur la meilleure cordante en matière d'information premièrement et deuxièmement se mobiliser en tant que citoyen marocain et en tant que personne morale et physique afin de lutter contre toutes les formes de violence faites aux femmes et ce dans le cadre de la 21e campagne nationale de lutte contre la violence et les formes discriminatoires à l'égard des femmes. Alors, au niveau de notre pôle social, on a essayé de subdiviser les différents types de formes de violence en 4 formes de violence principales, notamment la violence corporelle et physique, la violence psychologique, la violence sexuelle telle qu'il a été introduite par les professeurs chercheurs. Je tiens à vous expliquer que l'intervention de l'agence ne rejoint pas ces 3 premiers types de violence, mais plutôt on intervient plus au niveau de la violence économique faite aux femmes. Avant de vous expliquer ou de vous donner une idée sur ce qu'on fait réellement sur le terrain, j'aimerais revenir sur les femmes et filles marocaines en chiffres. Selon le dernier rapport en relation avec cette thématique, édité par le Haut Commissariat au Plan, ces chiffres en fait, ces chiffres ont été extraits du rapport de 2022 et de 2023, donc on trouvera un peu de décalage entre les années. Mais je vous appelle à vous référer tout le temps à la présentation de Madame Moussalim qui est très pertinente et très précise. En termes de participation politique, nous nous félicitons pour le grand progrès qui a été observé par rapport à la participation politique des femmes marocaines, avec une augmentation, une évolution du taux de la participation féminine dans le gouvernement marocain qui a évolué de 13% de 2011 à 24% en 2022 et aussi le pourcentage des sièges occupés au niveau du Parlement marocain qui est passé de 17% à 24%. Ceci ne nous permet que féliciter aussi
l'évolution de la participation féminine et de leur candidature au niveau des conseils municipaux avec une augmentation d'à peu près 8% à 9% entre 2015 et 2021. Comme a été évoqué par Madame Moussalim, pour ne pas dire de bêtises, par le professeur Moussalim, en fait, nous avions constaté une évolution significative concernant le taux de féminisation des études supérieures au Maroc entre 2012 et 2022, aussi avec une évolution très notable et importante par rapport au taux de femmes diplômées en cycle de master et de doctorat. Cette évolution en termes de niveau d'instruction et de féminisation des études supérieures n'a permis que, par exemple, à ce que le pourcentage des femmes occupant des postes de responsabilité au niveau des organisations diplomatiques a augmenté significativement entre 2009 et 2018, que ce soit au niveau des ambassades ou au niveau du consulat. Par rapport à cette partie de femmes marocaines en chiffres, on ne peut que féliciter les efforts qui ont été déployés dans ce sens et travailler davantage et faire un peu plus d'efforts pour avancer sur le même chemin. Par contre, je reviens aux indicateurs aussi qui ont été évoqués par Madame Boussalim. Donc, en fait, je devrais zapper cette partie, mais en fait, elle fait le fondement de notre intervention, surtout par rapport à la scolarisation des filles entre 15 et 17%, et en plus des petites filles marocaines depuis le primaire jusqu'au lycée. On constate qu'il y a une diminution significative par rapport à l'achèvement des études des fillettes et jeunes femmes marocaines entre le primaire et le lycée, et qui reflète une déperdition d'à peu près 50% au niveau du lycée. Ceci prend plus d'élan au niveau rural avec une scolarisation qui est assez alarmante par rapport à le milieu urbain, et dont la différence est à peu près rejoint les 50%. Donc, ceci va impacter directement leur cursus de formation académique s'ils ne s'achèvent pas les études au niveau du lycée. Ça va impacter leur formation professionnelle, ça va impacter leur vie professionnelle et parcours professionnel, et par la suite, ça va limiter les opportunités d'accès à une éducation ou à une formation diplômante, formation professionnelle diplômante et académique. Et bien sûr, ça va impacter tout ce qui suit avec les problèmes socio-économiques par la suite. Aussi, il y a des indicateurs qui sont très alarmants, et surtout après l'avènement de la pandémie de Covid, depuis 2019, en fait, on a remarqué que le pourcentage des femmes qui dirigent de plus en plus leur foyer pour des raisons de perte du conjoint de leur emploi, ou qui ont fermé leur business et entreprises et petites activités. Donc les femmes commencent quand même à prendre l'élan en tant que chef de ménage. Et cette croissance nous renvoie vers les inquiétudes et les challenges qu'on a pour appuyer ces femmes davantage et les aider à améliorer leurs conditions de vie et améliorer leur employabilité, bien sûr. Ceci, comme je vous l'ai dit, est alarmant au niveau de l'urbain, parce qu'on arrive à le comptabiliser, on arrive à l'observer. Et au niveau du milieu rural, Madame Moussalim a présenté pas mal d'informations et de statistiques, sauf qu'on a toujours une grande difficulté d'avoir l'information exacte au niveau du milieu rural, étant donné que le travail de la femme reste informel, premièrement, et deuxièmement, on a toujours du mal à avoir une visibilité sur le travail de la femme et le confirmer et l'affirmer en tant que travail productif et rentable économiquement parlant, en revenant aux normes culturelles et socioculturelles au niveau du milieu rural. Il y a une nette
évolution en termes de femmes entreprises qui dirigent leurs entreprises en 2019, mais ça reste peu. Ce sont des informations moins détaillées que celles de Mme Moussaï, mais n'empêche que ça attire notre attention qu'il faut déployer des programmes pour encourager et renforcer les capacités de ces femmes dirigeantes d'entreprise. Par contre, il a en fait l'observation qui rejoint cette évolution en termes de nombre de femmes entrepreneurs, c'est que avant, au niveau de nos sociétés, on arrivait à quantifier beaucoup plus la violence sexuelle à travers les années, mais là, on a constaté une nette évolution du taux des prévalences de la violence économique depuis 2009 à 2019, qui a évolué de 8% à 15%, donc on se retrouve avec les prévalences de la violence économique et sexuelle qui sont à peu près, qui se rapprochent et qui attirent notre attention à ce que ça devient vraiment un problème important à régler et à trouver des solutions afin d'atténuer cette évolution et de la bloquer. C'est pour cela que l'Agence de développement social intervient à travers ces trois axes ou ces trois métiers. Mais n'empêche, je vous fais référence au plan gouvernemental pour l'égalité cité par Mme Moussaï et lancé en mars 2023 et qui s'aligne avec les objectifs de développement et qui se base sur trois axes principaux d'intervention, axes stratégiques, notamment l'axe de l'autonomisation et le leadership, la protection et l'épanouissement et le troisième axe qui aborde les droits et les valeurs. L'Agence de développement social, à travers sa stratégie, s'inscrit parfaitement avec le plan gouvernemental pour l'égalité et notamment son premier axe qui concerne l'autonomisation et le leadership à travers l'accès à l'emploi, l'entrepreneuriat, l'économie sociale et solidaire en tant que réponse à la précarité et à l'inclusion et à l'éducation et la formation, mais aussi elle s'aligne parfaitement avec la stratégie du ministère de la solidarité, de l'inclusion sociale et de la famille via le programme Jisr Zemkinoyer. L'Agence de développement social vise à travers ces interventions la promulgation pour réaliser ces programmes de développement et ces interventions terrain. Elle adopte en interne d'abord et en externe la promulgation de l'égalité du genre. Elle a opté à son institutionnalisation au niveau organisationnel et technique à travers la genréisation des outils, des documents de référence et surtout au niveau des programmes et projets menus au niveau territorial. Aussi via l'élaboration et la mise en œuvre d'un portefeuille programme et projet sensible au genre. Et quand on dit sensible au genre, comme a dit Mme Moussaï et Monsieur le Président, c'est que l'intégration de la dimension égalité du genre en fait commence depuis la phase de planification diagnostic, analyse diagnostique, conception avec les différents jargons depuis la phase de conception diagnostic, analyse diagnostique et production du premier draft du plan d'action et du tableau de bord jusqu'à la phase finale qui est l'évaluation finale du projet, l'étude d'impact bien sûr et la clôture. Ceci se fait selon un management axé sur le résultat sensible au genre, tout en utilisant les outils de diagnostic analyse genre, tout en veillant à ce que l'ensemble des indicateurs soient sexospécifiques avec un recul assez intéressant en matière de budget sensible au genre et via aussi une intervention sensible aux femmes, que ce soit des programmes intégrés mixtes qui visent au développement de la localité de notre cible, toujours avec un zoom sur la femme via des actions spécifiques cessant en sa valeur dans son contexte de vie et qui vont permettre d'atténuer les écarts. Si ceci va directement provoquer des sensibilités et nuire à la condition de vie générale de la femme, on repense notre démarche d'intervention, on l'oriente et on l'adapte pour
que ça soit le plus pertinent et efficace que possible. Je pars directement sur les principaux j'ai dépassé, je vais faire vite. Je passe directement sur les problèmes et challenges qu'on rencontre en matière d'autonomisation économique des femmes. Comme a dit Madame, je reviens toujours à vous par rapport aux statistiques, je suis toujours stupéfiée, impressionnée. La femme marocaine est exposée au chômage. Notre cible, notre population cible, et en fait toute la population marocaine vulnérable, que ce soit hommes, femmes, personnes à besoins spécifiques, etc. Mais on constate que la femme marocaine est toujours exposée au chômage, que ce soit au niveau rural et urbain. Et les principaux challenges, ce sont des challenges qui sont subdivisés en 4 typologies de challenge. Le challenge par rapport à l'autonomisation et le leadership féminin, le challenge par rapport aux normes sociales et culturelles qu'on confronte à chaque fois qu'on veut initier ou mettre en œuvre une action de développement, notamment dans le rural, le challenge le challenge qui concerne l'éducation et la formation qualifiante et professionnelle, surtout que la non-adéquation des profils avec le marché demandeur, etc. Et le 4e challenge, c'est notre participation réelle dans la mise en œuvre des programmes sectoriels et des programmes avec nos partenaires en matière de lutte contre les formes de violence. Je reviens rapidement sur nos challenges en matière d'autonomisation et de leadership. On constate que 12% des femmes entrepreneurs en 2019, c'est entre 12 et 13% des femmes chefs d'entreprise. On a 50% de l'emploi féminin non rémunéré, ce qui est plus prononcé en milieu rural. On a 50% des emplois occupés par les femmes au Maroc sont peu qualifiés, ce qui fait qu'on travaille aussi sur cette dimension-là. Et de plus, on constate que 20% d'écart de salaire pour un même emploi, à même qualification égale, que ce soit en milieu rural, en milieu urbain, quelle que soit la qualification au niveau d'instruction de la femme. D'autant plus que Madame Moussalim a mentionné aussi que 30% de plus, 30% de plus de femmes diplômées sont toujours au chômage par rapport aux hommes au niveau rural et urbain. Donc, rapidement, nous intervenons en tant qu'agence de développement social sur ces 4 domaines d'intervention via le programme, et ce, à travers nos actes d'intervention. En matière d'autonomisation économique des femmes, on a développé et exécuté pas mal de programmes, à savoir le programme Temkin, qui a fait bénéficier jusqu'à 16 187 bénéficiaires au niveau national jusqu'à 2019, plutôt en coopérative union, etc. Et 8 666 femmes comme bénéficiaires directs du programme. Donc je vous laisse imaginer les bénéficiaires indirects. Comme a été énoncé par monsieur le coordonnateur régional, nous avons développé et exécuté avec nos partenaires pas mal de programmes dans le cadre du programme Mark Mobadarat pour appuyer les initiatives individuelles. On a au niveau de l'agence, pour récapituler rapidement, un pool de formateurs et experts outillés pour tout ce qui est coaching et accompagnement entrepreneurial en pré-création, en création et en post-création, bien sûr, avec une orientation vers les services concernés par rapport à chacune des étapes. On a de formateurs formés en du concept Get Ahead, qui est par l'OIT, qui est un concept de coaching entrepreneurial féminin dédié principalement aux femmes, et on a travaillé sur la valise pédagogique pour l'adapter au rural. Aussi, comme a dit Madame Moussalim, il doit y avoir une incitation à l'organisation et à la formalisation de la situation d'emploi, chose qu'on prône aussi au niveau auprès de nos bénéficiaires. On a un pôle de formateurs et d'experts en genre et développement et point focal genre institutionnalisé, un pôle de formateurs spécialisés en ingénierie de projet et ingénierie de formation, des programmes de renforcement de la capacité Taqwiya Irtiqa qui optent pour la formation et le financement de certaines associations
y compris les associations qui vont dupliquer et faire un transfert de compétences au niveau local pour être à un certain moment indépendant de l'ADS et pouvoir contribuer au développement de la localité. Et je n'oublierai pas aussi notre collaboration et coopération courante et habituelle avec nos partenaires qui travaillent en matière de lutte contre la violence à l'égard des femmes au niveau des centres, des établissements multifonctionnels que Madame Yousra nous expliquera tout à l'heure. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous invite tous à se mobiliser pour lutter contre les différentes formes de violence et de promouvoir le développement socio-économique de notre pays pour un Maroc meilleur. Je vous remercie pour votre attention. Merci Madame Merci Madame pour votre intervention. Et je me suis fait un peu de violence pour ne pas parce que c'était très intéressant. Mais en fait, comme vous avez dit, il y aura un atelier tout à l'heure. Et puis, comme vous l'avez aussi si bien dit, il y a une articulation à faire avec l'intervention de M. le coordonnateur ce matin sur ces questions. Et puis, de l'intervention de Mme Moussel aussi. Donc, il y a matière à complémentarité entre ces trois interventions. Alors, rapidement, très rapidement, je ne vais pas, pour laisser le temps aux autres intervenants, très rapidement, c'est vrai que, vous l'avez rappelé, mais je crois que l'auditoire est acquis à cette certitude, à cette cause. Et vous avez confirmé, en fait, que l'ADS est un acteur majeur de l'écosystème du développement social. Ça, l'histoire le dit. Peut-être qu'à un certain moment, il y a un certain nombre de contraintes sur le plan, dans le champ du développement social qui ont fait que, je ne dirais pas le rythme, mais la visibilité de l'ADS peut-être n'était plus aussi claire qu'auparavant. Mais je pense, j'ai travaillé avec l'ADS un certain nombre de programmes et de projets, et l'ADS dispose d'un capital compétence extraordinaire et d'un savoir-faire qui est avéré. Deuxième question que vous avez abordée, c'est cette question un peu toujours des indicateurs en interaction sûrement avec Mme Moussel. Alors, c'est vrai que on ne peut pas nier des acquis, notamment en matière de scolarisation, dans le domaine de l'éducation. La question qui se pose, c'est la capitalisation par rapport à ça et la valorisation. Madame tout à l'heure a dit qu'il y a des diplômés, femmes diplômées, qui n'arrivent pas à valoriser leur diplôme. Ça c'est grave. Ça c'est grave. Pourquoi? Parce que pour la continuité et la durabilité et la valorisation, si il y a des problèmes d'accès au marché du travail, s'il y a des problèmes de création d'entreprises, etc., ces acquis peuvent être menacés. Une fille qui a sa licence ou son master et qui revient chez elle et qui s'affiche comme chômeur, c'est quoi? Est-ce que c'est une incitation pour les autres filles à se scolariser? Ça, ce sont des questions concrètes. Troisième axe, bon, malheureusement, je n'ai pas le temps de développer toutes ces questions. Troisième question que vous avez abordée, c'est un peu la question des programmes. C'est vrai là aussi que l'ADS initie pas mal de programmes, mais permettez-moi de poser une question, je crois, qui revient souvent quand on fait un peu l'évaluation de ces programmes dans le domaine social, notamment ceux de l'ADS. Quel est le positionnement de ces programmes? Quel est l'objectif majeur? Nous savons très bien que l'ADS dispose de peu de moyens, de ressources financières pour initier les grands programmes. Voilà. Mais je pense que la richesse et l'intérêt des programmes
initié par l'ADS, c'est leur caractère pionnier, novateur et pédagogique, en quelque sorte, pour les autres acteurs. L'ADS devrait, en fait, initier des projets et des programmes. Il faut que ça fasse tâche d'huile après. Il faut qu'il soit suivi par les autres acteurs. Or, je pense aussi, et c'est un peu mon interpellation pour vous, je pense aussi que c'est ça qui doit faire le centre, l'objet de l'évaluation. Pas tellement l'aspect quantitatif est important, le nombre de projets est important, le nombre de bénéficiaires est important, mais en termes d'impact sur l'enracinement, par exemple, de l'approche genre en milieu rural. Voilà une question, parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est comment assurer la durabilité un peu de ces approches. Merci beaucoup encore une fois, madame, pour cette brillante intervention. Et je pense que là aussi, de façon peut-être parallèle, nous allons écouter madame Yousra Charrah, qui représente la délégation provinciale de l'entraide nationale de Meknès, un autre acteur du pôle social, qui va continuer sur l'autonomisation économique et le leadership féminin, programme et stratégie. Alors, je m'excuse, dès le départ, j'aimerais bien que madame Charrah capitalise un peu sur l'intégration de l'ADS, parce qu'elle travaille en fait avec des logiques, je dirais, convergentes. Merci madame. À vous la parole. Merci Monsieur le Président. Premièrement, je remercie Monsieur le Doyen, le comité d'organisation, les professeurs chercheurs, les étudiants et toute personne qui a contribué de loin ou de près à la réussite de ce séminaire qui s'inscrit dans le cadre de la campagne 21 pour la lutte contre la violence à l'égard des femmes. Premièrement, je me présente Yousra Charrah, chargée du dossier des femmes victimes de violences à la délégation provinciale de l'entraide nationale. L'entraide nationale, c'est un établissement public placé sous la tutelle du ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la famille. Sa principale mission, c'est d'apporter toute forme d'aide et d'assistance au profit des familles en situation de précarité. Il œuvre à concrétiser les objectifs et stratégies en se basant sur une politique de proximité et de communication sociale. Je m'excuse, ma présentation sera en arabe, mais à la fin, je vais récapituler en français. Vous n'avez pas à vous excuser. Merci beaucoup. Donc, ma présentation concernera la nouvelle stratégie du ministère qui s'intitule GISR. C'est un nouveau concept بهدف تحقيق إدماج اجتماعي مبتكر ومستدام. عملت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على خلق استراتيجية جديدة من 2022 إلى غاية 2026. هذه الاستراتيجية سطرت العديد من المرتكزات نجد على رأسها حضور المرأة بشكل قوي ومحاربة العنف ضدها، رفع من نسبة تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، تأمين تندرس الأطفال في وضعية إعاقة المحاذرين من أسر فقيرة، إضافة إلى التكفل بالأشخاص المسنين في وضعية هشاشة وبدون مأوى. الوزارة تعتزم في هذه الاستراتيجية على خلق هندسة اجتماعية قصد تطوير الخدمات الاجتماعية، تأهيل المراكز الاجتماعية، تثمين الموارد البشرية المؤهلة، إضافة لخلق شروط محيط ملائم سهل للدمج. بالنسبة للإطار المرجعي لإعداد استراتيجية أو ما يسمى بلو كادر دو ريفيرونس، كنوجدوا بالشكل الأول التوجيهات الملكية السامية لي انستركسيون رويال. هنا غادي نقدم خطة بصاحب الجلالة محمد السادس مقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد 30 يوليو 2022، والذي يدعو جلالته لتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق
المرأة والأسرة وتحليل الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعيتها، كما يدعو أصلا أيضا للإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم وضمان نجاعته. بالنسبة للخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد بتاريخ 29 يوليو 2018، حيث يؤكد جلالته على التركيز على المبادرات المستعجلة في المجالات التالية: إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية الوطنية البشرية بتعزيز مكاسبها وإعادة توجيه برامجها للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة ودعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المديرة للدخل ولفرص الشغل. بالنسبة لباقي مختلف المرجعيات كنوجدوا une certaine convergence, une synergie entre دستور 2011 واللي هو دستور يشدد بقوة على المساواة في الفصل 19، على تعميم الحماية الاجتماعية في الفصل 31، وعلى تقديم الدعم لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة أو في وضعية إعاقة. نجد أيضا كمرجعية الالتزامات الدولية التي تخص والمتمثلة في أهداف التنمية المستدامة في أجندة 2030، اتفاقية سيداو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل. هناك أيضا الجهوية المتقدمة اللي هو إصلاح شامل وهيكلي. الجهوية المتقدمة بغية تحقيق تنمية مستدامة للمجال الترابي، والهدف منها هو تقليص الفوارق. هناك أيضا كمرجعية النموذج التنموي الجديد ضمن قاعدة للحماية الاجتماعية تعزز الصمود والإدماج والتضامن بين جميع المواطنين. هناك أيضا البرنامج الحكومي 2021-2026 اللي هو واحد المخطط يوجه جميع برامجه نحو الذي يوجه جميع برامجه نحو حماية جميع المواطنين وضمان كرامتهم بهدف خلق مغرب أكثر قوة وأكثر إنصاف. وهنا السياسة الاجتماعية في المغرب، جو في مو فوكاليزي على السياسة الاجتماعية التي تخص التمكين الاقتصادي للنساء، وفيها مراجعة البرنامج المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في أفق 2030 مع صياغة توجه جديد في إطار مغرب التمكين والريادة. دونك هاد لا نوفيل استراتيجي او لا نوفو كونسيبت كيعتمد على واحد 6 ديال الرافعات او ما يسمى لي لوفي. دونك غادي نوجدوا بالشكل الاول الرقمنه او لا ديجيتاليزاسيون في تطوير الخدمات الاجتماعيه، اصلا ايضا في لا كومونيكاسيون التواصل الولوج مع تعدد نقاط استقبال والتوجيه الاشخاص في وضعيه صعبه. الرافعه الثانيه هي الجوده، هنا نتكلموا على تجويد الخدمات المقدمه لفائده الاشخاص. لا تيريتورياليزاسيون التنزيل الترابي، مواكبه الجماعات الترابيه لرفع التحدي الاجتماعي. هناك ايضا الالتقائيه لا كونفيرجونس، تقويه الرابط الاجتماعي لتحقيق تضامن اكثر. الانوفاسيون سوسيال، الابتكار الاجتماعي في تطوير الخدمات اعتمادا على لا ديجيتاليزاسيون او الرقمنه. الشراكه لي بارتناريا entre les différents acteurs qui œuvrent le domaine de la prise en charge des personnes en situation difficile. La stratégie GIZ كتعتمد على 3 الركائز. انا جو في نبونشي ديريكتومون سور لو بيليي نيميرو 2 اللي كيخص النساء والتمكين الاقتصادي، اللي هي الركيزه الاستراتيجيه الثانيه اللي كتسمى مساواه التمكين والرياده. هذه الركيزه بدورها كتعتمد على 4 زاكس، 4 المحاور. المحور الاول هو التنبئه المجتمعيه من اجل المساواه، وهنا تنهضروا على النهوض بحقوق النساء، تكريس ثقافه المساواه. وهنا تنتكلموا ايضا على تعبئه وسائل الاعلام لتغيير الصور النمطيه والعقليات. بالنسبه للركيزه الثانيه النهوض بحقوق النساء، هنايا تنتكلموا على ملائمه النصوص التشريعيه والتنظيميه وعلاقتها بالالتزامات الدوليه. كنتكلموا ايضا على مؤسسه مقاربه النوع الاجتماعي في جميع في التخطيط للسياسات العموميه. بالنسبه للركيزه التاليه محاربه
العنف ضد النساء. هنا تنتكلموا على تقييم ومراجعة الآلية المهمة اللي هي القانون 113 اللي هو القانون اللي كيهم محاربة العنف ضد النساء واللي فيه جميع العقوبات المترتبة على جميع أشكال العنف اللي يمكن تعرض عليها المرأة، بالإضافة إلى تعزيز شبكة المتدخلين للوقاية من أشكال العنف المبني على النوع. الركيزة الرابعة اللي هي مهمة التمكين السوسيو اقتصادي والرياضة. هنا تنتكلموا على تطوير المقاولة النسائية en se basant على التجارب الناجحة في مجال التسويق والتجارة الإلكترونية. بالنسبة للتطلعات والأهداف ديال الركيزة الثانية اللي كتهم التمكين الاقتصادي للنساء، كهدف أول نجد رفع نسبة نشاط النساء من 20% إلى 30%، مضاعفة ولوج النساء إلى مناصب المسؤولية، علما أن نسبة النساء في مناصب المسؤولية بسوق الشغل المغربي لا تتعدى 23%، تقليص نسبة انتشار العنف ضد النساء واللي هو الهدف الأساسي والمهم للحملات الوطنية التحسيسية اللي كتنظمها وزارة الأسرة والإدماج، وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة سنويا، واللي كيتمحور موضوع هذه السنة حول العنف الممارس على النساء في الفضاءات العامة. دونك هنايا غادي نتطرق للانجازات اللي عملتهم وزاره التضامن والادماج الاجتماعي والاسره بالتنسيق مع مكونات القطب الاجتماعي بخصوص برنامج جسر التمكين والرياده. تم اطلاق 9 مشاريع بشراكه مع الفاعلين الترابيين لانجاز وتنفيذ برنامج للتاهيل والتمكين للنساء حاملات المشاريع. هذا البرنامج هم 9 جهات اللي هما مبينين في كاين جهات بني ودنون، الداخله والذهب، الدار البيضاء ستات، درعا تفيلات، طنجة تطوان، سوسناسا، الرباط سلا القنيطره، الشرق وجهات فاس مكناس. يبلغ العدد الاجمالي من المستفيدات 36,000 مستفيده على المستوى الوطني. تبلغ الكلفه الاجماليه لهذه المشاريع 247 مليون درهم بمساهمه من الوزاره تقدر ب 108.5 مليون درهم. الكلفة الإجمالية للمشروع بالنسبة لجهة فاس مكناس تقدر ب 26 مليون درهم، مساهمة الوزارة 10 مليون دراهم، مساهمة مجلس الجهة 6 ملايين درهم. غير باش ما ننساش بأن هذه استراتيجية جسر أو المشاريع اللي ذكرتها سابقا هي كتدار في إطار شراكة مع مجالس الجهات أو الأقاليم. هناك أيضا وضع أكاديمية تمكين لمواكبة النساء ضحايا العنف من خلال برامج لدعم القدرات والتكوين والحاضنات الاجتماعيات. الحاضنات الاجتماعيات أو ما يسمى بريزانكيباتور سوسيو اللي هو واحد الميكانيزم بور أكومبانيي لي فام اللي عندهم إيدي دو بروجي من لا فاز دو ليلابوراسيون دو بروجي جوسكا لا فاز ديال لو فينانسمون أترافيغ أن واحد المواكبة قبلية ومواكبة بعدية. بالنسبة للإنجازات في مجال تعزيز وتجويد منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف باش نوصلوا للتمكين الاقتصادي واحد لوتوميزاسيون ايكونوميك دي فام، لابد ما ندوزو واحد لو سيركل فيسيو اللي كيتحققوا فيه مجموعة من الإنجازات، ونجد على رأسها تفعيل الوزارة التزاماتها الواردة في إعلان مراكش لوقف العنف ضد النساء. وهنا غنتكلم على الالتزام الرابع اللي كيحث على تكوين جميع الفاعلين في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف. هناك إحداث وتأييد 82 مؤسسة متعددة الوظائف للنساء ضحايا العنف بهدف توفير مركز بكل إقليم لتوفير خدمة الإيواء. هنايا تنتكلموا على لي زيسباس ملتي فونكسيونيل بور لا فام اللي هو متواجد عندنا هنا في مكناس في الكومبلكس ابتسامة. هذا الفضاء تقدم خدمة الإيواء واللي هي كتشكل واحد الحلقة مهمة لتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء. توقيع 44 اتفاقية شراكة مع الجمعيات المسيرة لهذه المراكز قصد توفير الدعم المادي، بالإضافة إلى إبرام اتفاقية شراكة مع الجمعيات لتدبير المؤسسات اللي ما تتوفرش على جمعيات مسيرة. وهناك أيضا مراجعة وتحيين الدليل المرجعي البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف في الفضاءات المتعددة الوظائف للنساء. دونك هنايا المواكبة الاجتماعية والاقتصادية إلى بغينا نقولوا هذا الباركور دو بريفونسيون دو فيولونس. دونك أول حاجة تجي عندنا لا فام تيتم الاستقبال ديالها، تيتم الاستماع،
توجيه هناك لي بريستاسيون ديال التوجيه الاستشاره القانونيه المواكبه الايواء ورشه تحسيسيه تكوينات متنوعه وهناك ايضا الدعم النفسي وهناك ايضا التمكين الاقتصادي. يمكن لا فام تستافد من هاد لي بريستاسيون سولون لي بوزوان و لي زاتونت ديالها. دونك هادو اون غرو لي بريستاسيون اللي تيداروا في لي اسباس ملتي فونكسيونيل بور لا فام اللي هما دي سونتر كي ريليف du ministère de solidarité, de l'insertion sociale et de la famille. دونك انا غنتكلم على الدور ديال التعاون الوطني او التنزيل الترابي ديال البرامج اللي كتخص التمكين الاقتصادي للنساء على المستوى الترابي. انخرط التعاون الوطني في تنزيل استراتيجيه جديده للوزاره وتعزيز وتقويه برامج الحمايه والمساعده الاجتماعيه لفائده الفئات التي تعيش وضعيه هشاشه من خلال اعتماد جيل جديد من الخدمات. عمل التعاون الوطني على التنزيل الميداني لعده برامج منها برنامج جسر التمكين والرياده والجيل الجديد من الخدمات الاجتماعيه المرتكزه على الرقمنه والقرب والاستدامه. لقد تمت مواكبه هذه البرامج على المستوى الترابي في جميع جهات المملكه، حيث تم تحييد مصادر وتعزيز اليات وبرامج المواكبه والتوجيه والتأطير لصالح مختلف الفئات المستفيده من هذه البرامج. دونك هنا عندنا واحد ليماج qui récapitule, qui symbolise la stratégie de GISR. GISR, c'est le pont en français. C'est une abréviation de Green Innovative Social Regeneration. Comme vous voyez, la stratégie concerne les 4 catégories, les personnes en situation de handicap, l'enfance, les personnes âgées et la femme. Les 3 piliers, l'écosystème, l'égalité, l'autonomisation et le leadership, famille, système de valeurs et durabilité. Je me suis penchée directement vers le pilier numéro 2, mais les 6 leviers digitalisation, qualité, territorialisation, convergence, innovation sociale et partenariat restent des leviers qui sont communs pour les 3 piliers. Donc, pour récapituler brièvement en français, j'espère que vous avez donc, le concept GISR est un mécanisme visant à créer une nouvelle génération de services sociaux au profit des familles et des personnes en situation difficile. Il repose sur la convergence de plusieurs services sociaux, d'autant plus qu'il constitue un socle commun entre tous les centres relevant de l'entraide nationale dans une première étape en recourant à la digitalisation. En tant qu'instrument et outil propre à améliorer les mécanismes de ciblage et à optimiser l'efficacité et l'efficience des actions entreprises dans le domaine social à tous les niveaux. Le programme GISR pour l'autonomisation et le leadership féminin est exécuté à travers des partenariats avec les conseils des régions, les wilayas et les préfectures, dont l'objectif notamment est de faciliter l'accès des femmes au marché de travail, développer l'entrepreneuriat féminin en les accompagnant, en les formant au niveau territorial afin d'améliorer leurs compétences dans le domaine de création, d'entrepreneuriat et réduire les inégalités territoriales. Ce programme concerne les femmes et les filles en situation de projet qui ont des idées de projet. Merci à vous tous et à vous toutes pour votre attention et j'espère que ma présentation était brève et importante. Je confirme, votre présentation était effectivement intéressante, pertinente et importante, madame. Merci beaucoup. من خلال العرض القيم اللي قمتوا به فتعرفنا على استراتيجيه ديال الوزاره الوصيه في هذا القطاع وتعرفنا على الاهداف الاستراتيجيه وكذلك تعرفنا على الاطار المرجعي اللي هو يعني متعدد الجوانب، واحد العدد ديال الجوانب ديال هذا الاطار المرجعي اللي عليه تتأسس هذه الاستراتيجية. كذلك شفنا هما روافد ديال السياسة ديال التعاون الوطني من خلال الاستراتيجية ولا البرنامج الفار اللي هو GISR. أيضا مدام أنا عندي ربما سؤال ولا تساؤل خلوه فيما يخص
يعني الدروس التي يمكن استخلاصها من التجربه ديال التعاون الوطني في هذا الميدان من خلال الاكراهات، لانه حقيقه التعاون الوطني كما قلنا هو من احد الاقطاب ديال السوسيال، وعنده تجربه طويله وتاريخيا يعني عنده واحد العدد ديال الانجازات على المستوى الترابي والمستوى المحلي، ولكن ممكن يعني فيما بعد ربما واحد درس ولا جوج من هذه التجربه ديالكم في هذا الشيء ديال اللي يمكن تكون كاساس للراسماله باش يمكن لنا نتقدموا في هذا الشيء. Madame Atika Ouahedjo, qui est, comme ça a été dit, partenaire de cette faculté et qui a développé des activités déjà dans ce sens. Madame Ouahedjo, ce qui la distingue peut-être par rapport à tous ceux ou à celles qui sont déjà intervenus, c'est que nous, on a des convictions. Et on a développé des choses par rapport à ces convictions. En partant un peu de vécu professionnel, etc. Ce qui distingue Atika Ouahedjo, que j'appelle la militante depuis longtemps, c'est une grande amie, c'est qu'elle sait de mettre en œuvre ses convictions. Et je crois que c'est de ça qu'il va nous parler. En tout cas, c'est là où je l'attends. Merci à vous, monsieur, pour votre modération et pour le compliment de faire ça. Donc, voilà, je trouve que toutes les interventions ont été bien porteuses de messages très intéressants, très vertueux, et qu'on peut justement utiliser à bon escient quand il le faudra au moment voulu, par rapport à nos partenaires, entraide nationale, par rapport à l'ADS, à l'Agence de développement social, mais aussi à notre partenaire primordial, l'université, en la personne de monsieur le doyen de la faculté des sciences économiques, juridiques et sociales, et aux chercheurs et académiciens ici présents ou ailleurs. Merci à vous. Donc, on a parlé de l'autonomisation économique en tant que levier de développement. Moi, je vais revenir encore au cycle de la violence. Et donc, on est en plein dans le cycle autonomisation économique, d'accord, mais quels sont les obstacles qui sont liés à l'autonomisation économique des femmes et principalement quelles sont les violences faites aux femmes et au nom de quoi on supporte et on accepte les violences faites aux femmes comme étant des violations des droits humains de la personne. Le droit humain et le droit de l'homme, on exclut la femme des droits de l'homme. Et c'était notre soubassement, notre assise essentielle à la création de l'Union de l'action féministe dans les débuts des années 1983. Donc c'est plus un parcours, mais en même temps un parcours de militantisme, un parcours de lutte contre les violences à l'égard faites aux femmes et aux filles. J'inclus bien les filles parce que les petites filles, elles ont été bonnes, mais si entre guillemets domestiques, femmes de ménage, elles n'ont pas été à l'école, elles ont été mariées de manière très précoce et donc elles ont été sujettes à plusieurs exactions et à plusieurs violences. Les femmes, elles sont de la même façon, on a perpétué de la violence à leur égard dans le milieu conjugal, au milieu familial, mais aussi dans les espaces publics, mais aussi dans le milieu de travail. On a parlé de tout cela en chiffres, pas la peine de revenir là-dessus. Je reviendrai juste à la prévalence de la violence. Depuis les fins des années 70, on a travaillé sur les violences faites aux femmes. On est toujours à un chiffre alarmant. Aujourd'hui, c'est 6,1 millions de femmes qui souffrent de violences. On a les auteurs de la violence, on n'en parle pas.
On n'a pas encore des statistiques précises sur les auteurs de violences. Quels sont ces auteurs et au nom de quoi ils vont commettre les infractions sans qu'ils soient punis, sanctionnés. Pourquoi cette impunité? Donc je dirais bien, on parle des exactions commises par l'État et du citoyen, mais on ne parle pas de violation des droits des femmes dans un espace intime ou dans un espace domestique, dans un espace familial et dans l'espace public ou de travail. Au nom de quoi on n'en parle pas. Je pose la question aux professeurs de droit international, aux chercheurs et chercheuses dans les droits internationaux, alors qu'il y a un référentiel assez intéressant que le Maroc a adopté aussi. Il a adopté donc plusieurs déclarations, plusieurs conventions ont été ratifiées. La CEDAW a été aussi ratifiée, le protocole facultatif, et les violences continuent à être commises au nom de je ne sais quoi. Voilà. Je reviens à l'IAF, à sa constitution, au départ en 1983, et au contexte historique. C'était un groupe de jeunes comme vous, à l'époque, fin des années 70, jeunes étudiantes qui voulaient documenter la violence et qui ont engagé un débat national au sein des universités, au sein des comités créés dans les universités. Et ce comité de coordination de lutte contre la violence faite aux femmes a abouti à la création de l'Union de l'action féministe en 1987. Donc, comme c'est un comité qui ont lancé un débat national sur les questions liées aux droits des femmes, sur les questions liées aux violences faites aux femmes, sur les questions de discrimination à l'égard des femmes, sur les questions de l'analphabétisme. Il y avait une population analphabète à l'époque, mais un nombre surprenant de femmes analphabètes. Donc, on plaidait pour la généralisation de l'éducation. Alors, par rapport à l'Union de l'action féministe, après 1987, plusieurs sections ont été créées à travers tout le Maroc, dans les grandes villes du royaume. Les années 90 ont connu 32 sections et en même temps, on a travaillé avec des outils tels que d'accompagnement des femmes, de soutien des femmes, qu'on avait nommé à l'époque, en 1993 précisément, le comité de soutien aux femmes victimes de violences. Après, en 1996, ce comité de soutien va se transformer en Centre Nejda. Le premier a été créé à Casablanca et à Rabat en 1996. D'autres centres Nejda ont suivi dans tout le Maroc. Le nôtre ici à Meknès a été un peu créé tardivement vu les conditions parce que il y avait une première section à Meknès qui a avorté et notre section a été créée, renouvelée en 1994. Donc j'ai travaillé depuis 1994 dans la section, donc ça fait quand même toute une histoire de la section, et en même temps de militantisme et de proximité, de travail auprès des femmes victimes de violences. Donc notre exposé aujourd'hui, ce n'est pas justement de donner des statistiques, mais raconter des histoires de femmes violentées, raconter aussi notre histoire de militantes
et notre parcours de restructuration de l'Union de l'action féministe, des comités de soutien à l'Union de l'action féministe, au centre Nejda, au réseau Nejda aujourd'hui. Nous avons 12 centres, donc un réseau quand même assez important qui reçoit au quotidien des femmes violentées et des filles violentées, avec donc d'autres stratégies de travail telles que le tribunal symbolique qu'on organise chaque année sur des questions de violence telles que le mariage précoce, le viol, les questions de colonisation, donc et tant d'autres. Voilà, nous sommes heureux aujourd'hui de partager tout cela avec vous, mais aujourd'hui le plus important, c'est notre ouverture sur l'université, notre parcours qui a abouti à nous ouvrir sur l'université grâce à un partenariat avec l'université Moulay Ismaïl, mais c'est un projet qui a été généralisé à l'ensemble du Royaume du Maroc. Donc c'est un projet initié par la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales et l'Union de l'action féministe ici avec NES pour la création d'un projet de clinique juridique des femmes. Clinique juridique des femmes pour les femmes et les filles qui n'ont pas eu l'occasion soit d'accéder à la justice ou à la réparation. Donc, à la réparation. Notre projet au départ consistait à la formation des étudiants et étudiantes, chercheurs et chercheuses, à la question des droits, à la question des droits des femmes, à la question du genre, mais aussi à la sensibilisation, à sortir sur le terrain. Les étudiants et les étudiantes ont accompli l'année dernière plusieurs séances de sensibilisation auprès de plusieurs centres de la formation, des centres de formation de l'entraide nationale, près de 400 femmes, et de la fondation Mohamed V, la présidente étant aujourd'hui présente. Les questions sur lesquelles on avait travaillé l'année dernière, on avait travaillé sur le mariage précoce précisément, la loi 103/13, mais en même temps sur ce qu'on appelle aujourd'hui la chimania, il fallait sensibiliser les gens, les femmes surtout, sur ces questions. Le deuxième volet de notre travail portait sur la sensibilisation au portail numérique, mais en même temps aux questions numériques et digitales, surtout pour les femmes qui sont dans les ateliers de formation professionnelle et qui ont besoin d'une alphabétisation numérique. Donc aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième année du projet. Notre forum va se tenir le 26 décembre, si j'ai une date précise, au niveau de Rabat pour les étudiants cliniciens et cliniciennes. Ce sera un forum qui va réunir tous les étudiants du Maroc, de toutes les cliniques juridiques des femmes, et pour un échange d'expériences, pour la construction d'une plateforme commune de travail. Voilà donc la prochaine étape de la clinique juridique des femmes. Merci. En fait, j'ai connu Madame Atika, ça fait maintenant, on ne va pas révéler, on ne va pas dire mais depuis des décennies, et j'ai toujours admiré en elle avec le souffle. Vous voyez qu'elle parle comme s'il a encore 20 ans, 22 ans. Elle parle toujours avec le même entrain, avec la même conviction. Et je vous assure que, en tant qu'universitaire, moi je la connais dans un autre espace et je sais qu'il a toujours milité
il a toujours lutté contre la pauvreté, contre les formes d'injustice, contre les formes de violence, etc. Mais moi, je vais prendre un peu, je vais faire un peu le président dictateur et je vais vous demander de l'applaudir.